Il est des moments dans la vie d'une institution qui constituent pour elle de véritables pierres d'achoppement, mais qui ne causent la chute de ses membres que bien plus tard. Le 8 mai 1922 fut pour notre profession un de ces tristes moments, car c'est en ce jour de printemps que Paul Lamy, première en son genre, prêta serment au barreau de Bruxelles, devenant la première femme avocate de notre plat pays. On aurait aimé croire qu'il s'agissait d'une erreur. Paul, ça sonne comme un homme, après tout. On aurait aimé croire, comme cela peut arriver, que M. le bâtonnier n'était pas tout à fait sort au jour de la prestation de serment, et qu'il crut que Paul était un Paul, c'est-à-dire un personnage doté d'un phallus, au sens psychanalytique du terme, j'entends, ce qui jusqu'alors, pour des raisons évidentes, était considéré comme une exigence naturelle pour accéder à la profession. On aurait aimé le croire, mais non, impossible, car on a dû voir et bien voir, et même l'entendre, que cette Paul qui portait la robe et s'apprêtait à dire « je le jure » en levant la main, tel un enfant pris sur le fait, était bien une Paul. Alors je le sais bien, évidemment, vous vous dites « mais que diable nous raconte ce sarrasin ? A-t-il perdu ses esprits ?» Je le vois bien, l'interrogation, logée dans vos yeux au sommet de vos crânes. Alors oui, je dis bien ce que je dis. L'arrivée des femmes au barreau fut une des plus graves infortunes de notre profession. Mais laissez-moi vous expliquer, car ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. D'abord, je tiens à le dire, moi, je ne crois pas que les femmes constituent une catégorie assez homogène, que pour leur attribuer l'une ou l'autre caractéristique et leur refuser l'accès à une profession comme la nôtre de ce fait. Évidemment que non. Jamais n'ont été les miens et jamais n'auront pu être les miens, ces mots qui ont pourtant été ceux de la Cour de cassation, lorsque, statuant sur un pourvoi dirigé contre une décision de la Cour d'appel de Bruxelles, celle-là même qui avait refusé à Marie Poplin d'accéder à la profession, la Cour de cassation, elle, affirma avec la plus grande aisance du monde, dans un arrêt du 11 novembre 1889, que la Cour de cassation n'a pas à se prononcer sur les motifs que l'arrêt attaqué déduit de la nature particulière de la femme et de son rôle dans la société pour justifier son exclusion de la profession d'avocat. La nature particulière de la femme, nous écrivait la Cour de cassation, elle qui est connue pour ne parler que de sujets dont elle a la totale maîtrise. Eh bien, moi, je n'y crois pas à la nature particulière de la femme. Je ne pense pas que ça existe. Le véritable problème, il est ailleurs. En fait, il est tellement ailleurs qu'il semble avoir échappé à tout le monde. Je veux dire, personne ne l'a vu. Pas même le grand Henri Lafontaine qui, dans son infinie sagesse en 1901 déjà, écrivait un article intitulé « La femme et le barreau », alors que, mettons les choses en contexte, au même moment en Allemagne, sous la plume du grand Paul Julius Möbius, philosophe et médecin, sortait un traité scientifique particulièrement avant-gardiste qui s'intitulait « De la débilité mentale physiologique chez la femme ». Chaque mot compte. Eh bien, Henri Lafontaine, lui, vous disais-je, s'adonna avec légèreté et sans distraction à démolir les arguments les plus recherchés des voix masculines qui s'opposaient à la présence des femmes au barreau, tels que « la femme n'a pas l'esprit juridique ». Mais nulle part, à mon grand regret, nulle part, Henri Lafontaine ni quelqu'un d'autre examinait le véritable problème, l'origine de nos souffrances, cela même qui fait la désolation de toute notre profession, j'ai nommé le mariage entre avocats. Misère! Car oui, en permettant aux femmes de devenir avocates, nous avons indirectement, mais certainement, quoique sans le vouloir, j'en reste persuadé, permis le mariage entre avocats. Alors je sais bien, qui donc se marie encore de nos jours? C'est une excellente question. D'ailleurs, vous savez pourquoi l'article 6.6 du Code civil se référera, après son entrée en vigueur, non plus au bon père de famille qu'on a connu très longtemps, mais à une personne prudente et raisonnable. C'est très simple, c'est parce qu'être prudent et raisonnable aujourd'hui, c'est être célibataire et c'est un enfant. Voilà, tout simplement. Enfin, toujours est-il que decidere est iuris gentium, les gens ont le droit de délirer et de se marier, et c'est ce qu'ils font. Et parmi ces imprudents et déraisonnables personnages, il y a évidemment, nul n'est parfait, des avocats. Alors, quel est le problème du mariage entre avocats? Mais que n'est-il pas, vous dirais-je? Il s'agit là rien de plus, rien de moins que d'une forme d'inceste. Tout comme on n'épouse pas son frère ou sa sœur, on ne devrait pas épouser son confrère ou sa consœur. Cela me semble être une évidence, mais qui bizarrement a échappé à tout le monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après le mariage? Parce que
tant qu'à être imprudent et déraisonnable, et vu que rien ne l'interdit, allons jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi l'expression, mais ces gens-là se reproduisent, et de cette reproduction naissent encore plus d'avocats. Voilà. Mais où va-t-on? À peine a-t-on permis le mariage que, en guise de remerciement éhonté, ces incestueux personnages nous fourguent des petits êtres fragiles et dépressifs, tout carrés et conservateurs qu'ils sont, prêts à devenir les avocats de demain, voire pire encore, des bâtonniers ou des bâtonnières. Voilà ce que nous a coûté l'arrivée des femmes au barreau. Et ne parlons même pas des autres mesquineries accessoires. Avez-vous déjà lu des mots d'amour écrits entre avocats? Je prends votre silence pour un nom. Voici un extrait d'un authentique poème écrit par un avocat et une avocate. Je n'invente rien, je l'ai trouvé au palais. L'amour est comme une pleine propriété. Ma chère, tu es usufruit qui toujours m'a manqué. Je suis nu depuis que de toi on m'a séparé. Monsieur le notaire, ne tardez donc à nous reconstituer. C'est horrible, on est d'accord, c'est horrible. Eh bien ça, cette horreur-là, c'est le 8 mai 1922. Voilà, Henri Lafontaine ne l'avait pas vu. Bon, ceci étant dit, le monde continue à tourner et évidemment, je suis quelqu'un de progressiste. En ces temps électoraux, je ne propose pas de revenir en arrière, je veux aller de l'avant. Alors que faire? Que faire pour mettre fin à cette triste situation? Eh bien, j'ai mon idée, j'y ai réfléchi. D'abord, voyez-vous, moi je crois qu'on les a un peu eu, les femmes, au change. Je veux dire, nous avons bombardé seuls, entre messieurs, depuis la création du barreau jusqu'en 1922, nous avons monopolisé la profession, et puis un jour, on a dit, ah bah si vous voulez venir, venez. On a donné aux femmes une petite place plus ou moins confortable à notre côté. Mais ce n'est pas assez, parce que si on réfléchit bien, les femmes, elles aussi, auraient dû avoir le droit d'occuper seules la profession pendant une durée similaire, pendant un temps équivalent. Alors, j'ai fait mes calculs, vous disais-je. Le barreau de Bruxelles a été constitué le 14 décembre 1810. Paul Lamy, elle, je l'ai dit plus d'une fois, prêtait serment le 8 mai 1922. De la première date à la veille de la seconde, cela fait 111 ans, 4 mois et 24 jours. Donc 111 ans, 4 mois et 24 jours sans femmes au barreau. Eh bien, ma solution est simple, virons les hommes pour une durée similaire. Si mes calculs sont bons, cela fait jusqu'au 19 octobre 2135. Voilà ma proposition que je crois parfaitement sensée. Mais, dans l'intervalle, parce que la réforme n'arrivera pas de sitôt, je le sais bien, et il faut bien venir en aide aux miséreux, c'est-à-dire aux avocats mariés entre eux. J'ai lu sur un de vos nombreux posts LinkedIn, monsieur le bâtonnier, parce que je le lis, moi, que les avocats seraient des véritables entrepreneurs. Eh bien, j'accepte ce que vous dites, et moi aussi j'entreprends et je saisis l'opportunité d'affaires que je viens de créer là, qui s'offre à moi, car étant, on dirait bien, le premier à avoir soulevé ce problème de mariage entre avocats, eh bien je me considère assez légitime que pour m'autodécerner le tout premier titre ici devant vous de spécialiste en divorce entre avocats. Et je m'adresse à tous mes confrères et consoeurs mariés présents dans cette salle d'audience, victimes de leur imprudence. Confrères, consoeurs, ceci n'est pas une plaidoirie, mais une main qui se tend à vous, vous qui avez succombé au charme de la robe et qui avez voulu voir de plus près ce qui s'y cachait en dessous, vous n'êtes pas seul. Appelez-moi au 0493 85 je le répète, 0493 85 96 13. Votre cause sera la mienne, ma défense n'aura rien de chrétienne, confiez-la moi, dormez sur vos deux oreilles, à votre divorce j'offre la bouteille. J'ai dit et je vous remercie.